Et donc, on a voulu justement défendre cette ambivalence-là qui est au cœur même de ce qu'on vit nous, et donc de l'accepter, l'ambivalence, d'accepter la nuance, d'accepter nos vulnérabilités, sans jamais essayer de prodiguer un discours moralisateur, partant du principe qu'on est tous exposés, les jeunes comme les moins jeunes. Faire la paix avec nos écrans. Un objectif réaliste ou une utopie ? Faire la paix avec nos écrans, c'est le titre du dernier ouvrage coécrit par François Saltiel et Virginie Sassoon. Ils ont fusionné leurs expertises en tant qu'experts des médias, de l'éducation et des nouvelles technologies, et leurs expérimentations empiriques de parents pour nous donner des clés à la fois historiques et concrètes sur l'hyperconnexion. Collectivement et en tant qu'individus, que faire pour construire un monde hyperconnecté dans lequel s'épanouir ? Un monde dans lequel les futures générations pourront se construire sans avoir à abandonner l'espoir de développer leur esprit critique. Dans cet épisode, on évoque à la fois les pistes individuelles et les pistes collectives, que l'on ait envie d'y consacrer beaucoup d'énergie ou que l'on recherche simplement quelques bonnes pratiques ou réflexions pour commencer. Ensemble, on fait un tour 360 degrés des impacts des écrans, mais en prenant de la hauteur pour mieux comprendre d'où ça vient, comment ça a commencé et que faire pour s'adapter sans se faire écraser. Un échange riche et passionnant. Petite précision, n'ayez pas peur des néologismes commençant par techno. Ils sont globalement assez transparents et compréhensibles par la suite de l'échange, mais j'avoue qu'on va en utiliser beaucoup. On parlera notamment de techno-discernement, le fait d'être critique avec les nouvelles technologies pour se demander ce qui est bon ou mauvais sans faire de généralité. Également, on évoquera un terme plus technique et moins transparent, la technoférence. C'est l'interférence créée par la technologie dans nos relations. Par exemple, en créant une écoute distraite lorsqu'on regarde ses notifications et que quelqu'un nous parle. Mais nous verrons tout ça dans l'épisode, et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. François Saltiel et Virginie Sassoon, merci d'être là aujourd'hui sur le podcast. François Saltiel, tout d'abord, est multimédia. On l'a vu à la radio, à la télé. Il est aussi auteur de plusieurs livres. Peut-être le connaissez-vous pour son travail sur France Culture, dans la chronique Le meilleur des mondes. Et il est expert des sujets liés au monde numérique et aux nouvelles technologies. Virginie Sassoon est auteure, docteur en sciences de l'information et de la communication et directrice adjointe du CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, qui est portée par le ministère de l'Éducation nationale, et elle est à l'initiative d'énormément de projets et d'actions pour accompagner la communauté éducative dans un usage raisonné du numérique et promouvoir l'éducation aux médias et à l'information. Tous les deux sont également partenaires dans la vie, et si je les reçois pour cet épisode, c'est pour la sortie de leur dernier livre, Faire la paix avec nos écrans, qu'ils ont coécrit. Quand j'ai vu moi l'annonce de ce livre et de sa sortie, j'ai vite compris que nos visions étaient très similaires, l'idée de chercher un équilibre, de pas diaboliser, mais de trouver les bons usages, sans pour autant se mettre des œillères et voir un peu les effets négatifs qui peuvent exister, et les dérives vers lesquelles on peut potentiellement aussi aller individuellement et puis collectivement aussi. Vous êtes tous les deux très au fait des nouvelles technologies, des avancées, alors que ça va très vite dans cet univers numérique, les IA, les smartphones qui sont toujours plus performants, les réseaux sociaux, etc. Est-ce que vous êtes globalement plutôt enthousiaste ou plutôt alarmé, si vous deviez mettre un peu un thermomètre là-dessus ? On pourrait se réclamer peut-être du techno-discernement, c'est-à-dire ni dans le techno-optimisme, parce que c'est vraiment pas du tout quand même notre ligne, un avis comme la vôtre, on n'est pas là en train d'être fasciné, d'être ébahi à la dernière innovation. On n'est pas non plus dans la technophobie et systématique, parce qu'on sait très bien que ces outils font partie de nos vies, comme on est à l'instant même. On fait un podcast et on l'enregistre à distance et on va participer à un grand flux numérique pour parler à nos auditeurs. Donc, on va dire dans le techno-discernement, peut-être un peu le techno-scepticisme, c'est-à-dire quand même toujours aborder ce qui nous est présenté comme des évolutions avec un regard critique et se demander si véritablement ce qu'on nous propose va dans le sens du progrès, non pas du progrès technologique, mais du progrès au sens global du terme, progrès social, progrès écologique. Donc on essaye à chaque fois d'analyser chaque innovation qu'on nous propose en essayant de faire valoir notre esprit critique. Ouais, pour compléter ce que François vient de dire, je pense qu'effectivement, techno-discernement et puis aussi engagement, enfin, c'est-à-dire que face à ce qui se passe, je pense qu'il y a la nécessité, un impératif aussi de s'engager à la fois d'un point de vue individuel et collectif sur une autre manière d'aborder aussi ces écrans qui ont envahi notre quotidien. Donc, il y a discerner le techno-discernement dont parle François, et puis s'engager très concrètement en tant que citoyen, en tant que parent, en tant qu'enseignant, pour arrêter de subir en fait et être plus en maîtrise
de nos usages. Effectivement, vous n'êtes pas tout l'un ou tout l'autre, hein, c'est évident. Et donc, vous êtes en plus tous les deux dans des postures, à la fois par Clémy et par aussi les contenus que vous pouvez produire, dans quelque chose plutôt vers l'éducation, le fait de comprendre, pas seulement se retrouver confronté à ces nouveautés, mais vraiment pouvoir comprendre ce qu'il y a derrière et quelles influences elles ont sur nous. Qu'est-ce qui vous a amené à creuser et à vouloir vulgariser ces sujets? Par contre, on est tous les deux dans des dynamiques professionnelles depuis plus de 15 ans maintenant. Et on vieillit. Donc, on a développé une expertise sur ces sujets-là. En même temps, on est mariés, on a 3 enfants et on se rend bien compte qu'il y a une vraie difficulté en fait à appliquer ce qu'on sait dans notre vie quotidienne. Et nous, c'est un sujet sur lequel on se sent en tension à la fois d'un point de vue individuel et familial. Et donc, dans ce livre, on a voulu en fait croiser ces perspectives, c'est-à-dire à la fois ce qu'on sait, mais aussi ce qu'on vit. Donc le livre, vous l'avez lu, donc c'est à la fois documenté, mais c'est aussi sensible, et c'est pour ça qu'on tombe jamais aussi dans le piège de faire la morale, parce qu'on sait aussi à quel point c'est parfois difficile de mettre en place la routine idéale, et donc on a voulu aussi s'adresser aux lectrices, aux lecteurs en disant vous n'êtes pas seuls en fait à vivre cette tension, et puis c'est ensemble aussi en réfléchissant ensemble qu'on va trouver des solutions. C'est vrai que justement la question que vous posiez au tout début, de savoir comment on se situait entre le techno-optimisme ou la technophobie, le technoscepticisme, c'est justement on considérait que dans les ouvrages qui sont proposés, et surtout des ouvrages pour le grand public, ça manque un peu de nuance, qu'on a vraiment soit des ouvrages qui diabolisent les effets des écrans, soit d'autres qui sont peut-être plus dans une logique commerciale, ou qui l'analysent pas vraiment en profondeur dans la multiplicité de ses impacts. Et donc on a voulu justement défendre cette ambivalence-là, qui est au cœur même de ce qu'on vit nous, et donc de l'accepter, l'ambivalence, d'accepter la nuance, d'accepter nos vulnérabilités. Et ce que disait Virginie, c'est important, sans jamais essayer de prodiguer un discours moralisateur, en partant du principe qu'on est tous exposés, les jeunes comme les moins jeunes, parce qu'on prend toujours la responsabilité ou du côté des jeunes générations qui seraient dépolitisées, anesthésiées, abruties, etc. Non, en fait, on est tous embarqués dans cette aventure-là, et c'est ensemble qu'on va tenter d'y trouver un cap et une solution. Et d'où cette analogie qu'on essaye de faire avec l'océan, et avec la notion justement des amphibiens qui sont à la fois et dans l'eau et hors de l'eau étant pour nous la connexion. Donc il y a toujours cette idée d'entre-deux. En fait, on est dans un entre-deux, on est dans une période d'entre-deux. Aussi même à l'échelle de l'histoire des nouvelles technologies, je pense qu'on est dans une sorte d'entre-deux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, ça fait 20 ans qu'ils existent, c'est plus nouveau. Et en même temps, ça ne fait que 20 ans. Donc on arrive à ce point de maturité, on a compris les effets néfastes. Et comment on fait maintenant? Donc la question à laquelle on essaie de répondre, c'est comment on fait maintenant. Le parallèle avec l'amphibie, moi, ça m'a vraiment interpellée dès le début. Donc il n'y a pas de spoil, c'est au tout début de l'introduction du livre. Mais cette idée de pouvoir vivre aussi bien sur le numérique que IRL, donc in real life, donc dans la vraie vie, c'est assez intéressant, parce que on a encore l'impression que ce qui est en ligne est pas la vraie vie, mais pourtant ça a pris tellement de place dans notre quotidien. On est parfois plus sur un écran que en dehors, que effectivement ce techno-discernement, ce questionnement de ce qu'on fait pour trouver cet équilibre est nécessaire. Et pour quelqu'un justement qui s'est pas trop posé de questions encore, qui a accepté toutes les nouveautés technologiques qu'on lui proposait sans les questionner, et qui voudrait un peu se poser ces questions et commencer à entamer cette réflexion du techno-discernement, est-ce que vous auriez des conseils par où commencer un petit peu pour se poser des questions, entamer des réflexions là-dessus? Juste peut-être cette personne-là, je pense que il faut qu'elle s'écoute. Par exemple, et d'ailleurs on voit beaucoup de jeunes, et ça brise un peu un cliché de penser que les jeunes, ils sont complètement déjà les digital natives, on en a déjà parlé, n'existent pas véritablement, puis qui sont tous en adéquation avec ces outils-là, que pour eux tout est totalement fluide. Mais en fait non, c'est-à-dire que quand on écoute les adolescents parler, d'eux-mêmes ils disent je passe trop de temps sur les réseaux sociaux, je me sens fatigué, je me sens angoissé, je vois mes potes, j'ai l'impression que ça me fait pas forcément du bien. Donc la première chose peut-être, c'est déjà d'être à l'écoute de ce qu'on ressent, ce que la personne ressent dans ses symptômes, et peut-être se dire voilà, est-ce que vraiment c'est nécessaire de rester 3 heures sur Instagram le soir, ou Snapchat ou TikTok, est-ce que j'ai pas autre chose à faire? Donc déjà accepter ça, et ça c'est déjà le début. Donc si on ressent déjà cette fatigue,
je pense que c'est là où on peut commencer à travailler, parce qu'on peut se dire pourquoi je suis fatigué et pourquoi j'ai cet attrait compulsif vers cet outil. Peut-être que si je le laisse, c'est pas uniquement que de mon fait. Peut-être que je suis piégé par certains mécanismes. Peut-être que la société, peut-être que je souffre d'injonction aussi à la connexion permanente, à la disponibilité permanente. Donc la première chose, c'est d'analyser pourquoi on se sent fatigué, pourquoi entre guillemets on est mal ou on souffre par rapport à ces outils-là, pas les rejeter, mais de se dire comment on fait maintenant pour arriver à dépasser, on va dire le bilan et le diagnostic, pour arriver à trouver un autre chemin. Et cet autre chemin, généralement, on y arrive collectivement. C'est-à-dire qu'on y arrive avec aussi un groupe d'amis où on partage ça. On y arrive, par exemple, peut-être avec les parents qui sont dans le même état. Hein. Parce qu'on est, vous l'avez vu dans l'ouvrage, on parle de la nécessité de l'exemplarité. On est tous sur les écrans. Et donc, ça peut être... En fait, ce qui est intéressant avec le problème des écrans, c'est que c'est un problème qu'on vit tous, toutes les générations, toutes classes sociales confondues. Il n'y a pas tant de problèmes sociaux, en problème social et en problème de société qui est partagé comme ça par toute la société. Et je pense qu'on pourrait justement faire un avantage de se dire on est tous dans le même bateau, encore une fois, comment on peut faire ensemble, ne serait-ce que pour en parler, échanger et peut-être trouver d'autres moyens d'agir. Oui, pour cette personne qui se pose pas de questions, en fait, ou qui n'a pas commencé en fait à cheminer de manière critique, c'est un peu le sens de la question. Je pense que c'est de se poser la question de son intentionnalité, c'est-à-dire est-ce que à quel moment je suis vraiment maître de ce que je fais, ce que François disait, quoi, c'est-à-dire qu'on scrolle pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. On perd une qualité de sommeil, on perd sa santé, on perd parfois sa santé mentale aussi, on perd le lien, le goût du lien, le goût de l'effort. Et finalement, c'est se poser cette question de est-ce que je suis vraiment en maîtrise, est-ce que je mets vraiment de l'intentionnalité dans ce que je fais. Je pense que c'est une des premières questions à se poser. Super, merci. En fait, on peut partir de son constat personnel, de sa propre vision, et puis ensuite, au fur et à mesure, se poser de plus en plus de questions et approfondir le raisonnement et la connaissance pour avoir cette vision plus collective et sociétale des impacts que ça a. Mais déjà, à l'échelle individuelle, observer son propre rapport et les propres impacts que ça peut avoir sur soi, c'est déjà énorme. Surtout que quand on prend du recul, et vous en parlez bien dans le livre, il y a quand même beaucoup d'impacts différents sur différentes sphères de la vie. Vous évoquez l'isolement et les relations sociales, la parentalité à l'ère du numérique qui a complètement changé aussi. Peut-être qu'on peut commencer par justement les relations aux autres. Qu'est-ce que vous pouvez en dire de ces impacts-là? Peut-être que la personne les subit, mais ça peut lui faire des déclics aussi de se dire c'est vrai que j'avais pas vu ça sous cet angle. Je pense que dans le lien aux autres, c'est la question de la technoférence qui est le plus je dirais le plus simple à observer déjà chez soi, c'est-à-dire à chaque fois qu'un écran intervient dans une interaction quotidienne, dans un échange humain, donc que ce soit ou qui intervient et pour interrompre une pensée, en fait, c'est observer le nombre de fois où on est interrompu par une notification alors qu'on essaye de se concentrer sur une tâche, on regarde son téléphone au lieu de regarder son enfant qui était en train de nous raconter sa journée ou de parler de quelque chose, ou on regarde son téléphone pour répondre à un SMS alors qu'on est avec un ami au café. C'est observer en fait à chaque fois. Enfin, c'est vraiment cette irruption des écrans dans notre vie quotidienne et dans notre rapport aux autres, à nous-mêmes et aux autres. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui permet de mesurer à quel point on perd en qualité de présence, on perd en qualité d'attention, et puis de manière plus ou moins grave et de manière, et en fait, on peut très vite aussi avoir des nouveaux bons réflexes. Je veux dire, c'est pas si difficile de se rééduquer et parfois de dire juste en fait, je lâche mon téléphone parce que là, je vais essayer d'être pleinement présent. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et puis peut-être aussi se dire qu'est-ce qui différencie par exemple une relation en ligne avec des SMS comme ça pour l'entretenir avec quelqu'un, je parle d'amis, oui. Versus contre aller prendre un café en tête-à-tête avec cette personne-là. Et en fait, qu'est-ce que le tête-à-tête, qu'est-ce que le café, qu'est-ce que la rencontre dans l'espace physique m'apporte de plus quand évidemment le téléphone n'est pas constamment à côté et qu'on est pas en hybridation entre le monde virtuel et le monde physique. Mais je pense qu'on développe beaucoup dans cet ouvrage la question du corps, c'est-à-dire la question de remobilisation du corps, de remobiliser le déplacement,
qu'on soit les uns à côté des autres dans un espace physique pour vivre les choses ensemble au même moment. Et ça, c'est quelque chose qu'on défend vraiment sur tout un chapitre. Et je pense que ça peut partir de là aussi pour répondre à votre question, de se dire, tiens, finalement, est-ce que depuis quand j'ai pas pris un café avec cette personne-là? Alors oui, je l'ai peut-être tous les jours en notification. Oui, j'ai peut-être liké toutes ses photos de vacances. Donc, j'ai pas l'impression qu'elle a besoin de me raconter sa vie, puisque j'ai l'impression de la suivre au quotidien de sa vie, quand même de l'accomplir, mais c'est pas pareil. Donc, qu'est-ce qui remplace une vraie discussion? Qu'est-ce qui remplace quelque chose de charnel, de sensoriel, c'est-à-dire d'être vraiment face à face, en tête à tête avec la personne. Et on sait très bien que ces relations-là, alors elles demandent plus d'efforts, hein. Elles demandent de se bouger, elles demandent de se prendre rendez-vous, elles demandent de quitter un espace physique quand on a des enfants ou d'autres choses à faire. Ben voilà, il faut se rendre disponible pour l'autre. Mais en fait, je pense que c'est une question de se rendre disponible pour l'autre. Parce que disait Virginie, la technoférence ne nous permet pas de se rendre disponible totalement pour l'autre. Déjà, c'est déjà l'étape où on est face à la personne, mais la première, c'est peut-être de se dire, voilà, je me rends disponible physiquement pour aller à la rencontre de l'autre dans un autre espace où il y aura d'ailleurs d'autres personnes autour qui sont pas forcément mes amis, mais qui font partie de la communauté humaine, et on est tous ensemble dans un même endroit. Et ça, je pense que c'est irremplaçable. Et le point de départ, c'est la disponibilité à soi. C'est-à-dire, il faut déjà se rendre compte à quel point, enfin voilà, c'est un travail un peu introspectif d'analyser de manière critique le rapport qu'on entretient, parce que ça commence par là, et puis après on peut aller vers les autres. Et voilà, et ce que dit François, c'est aussi, pour nous, l'enjeu, c'est aussi de remettre du plaisir, de la joie et du désir dans des moments, voilà, de présence humaine, de lien humain, mais enfin. Ça peut être aussi simplement marcher dans la rue sans son téléphone portable, de voilà se replonger dans des moments d'observation. Et c'est en fait ça paraît hyper basique, mais quand on essaye de le faire à l'heure d'aujourd'hui, et je sais que vous avez probablement vous êtes aussi à fond là-dedans et dans cette réflexion-là, c'est un vrai c'est un combat parfois contre soi-même et contre les autres. Ouais, il y a deux choses qui me viennent par rapport à ça. Il y a le fait que effectivement, il y en a certains qui vont aller jusqu'à développer des phobies sociales un peu. J'ai l'impression que c'est un peu plus répandu. Vous en parlez aussi dans le livre. Quand on regarde sur les réseaux, c'est un sujet un peu de rigolade, de toute façon, je peux plus appeler au téléphone, je peux plus croiser un être humain, je peux plus être surpris sur un truc pas planifié, et ça devient un peu un truc générationnel, j'ai l'impression, tellement c'est répandu. Et j'aime bien du coup le contre-pied que vous pouvez prendre sur des choses toutes simples, où vous parliez d'une habitude que vous avez pris, d'essayer d'avoir un sourire avec un inconnu par jour. Et ça m'a vraiment fait réfléchir, parce que quand ça arrive, c'est vrai qu'il y a quelque chose de super agréable instantanément, où on se sent un petit boost, quoi. Et pourtant, ça demande un effort conscient de se dire, je vais sortir ma tête et faire autre chose. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant comme expérience et comme témoignage. Ça m'a donné envie de tester un peu aussi. Je vais m'expérimenter à ça. Testez-le. Non, mais ça permet d'observer à quel point les gens sont derrière aussi leurs écrans, dans la rue, dans les transports, dans les cafés, et que finalement, ce sourire, il est assez facile à avoir et à échanger, mais on se rend compte qu'il y a voilà, c'est massif, en fait. C'est aussi un exercice quand on commence à le faire, on voit que c'est massif. La majorité des gens sont complètement absorbés par leurs écrans dans l'espace public. Donc ça questionne aussi. Et par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure sur la phobie un peu sociale, est-ce que vous avez des éléments à apporter là-dessus? Est-ce qu'il y a des techniques que vous avez pu voir, vous, pour essayer de se challenger, ou est-ce que en fait c'est un vrai mal? Je sais pas si vous avez une réponse à m'apporter là-dessus, hein, mais ou est-ce que c'est un vrai mal qui nécessite potentiellement de se faire accompagner, parce que ça devient un truc très important, et c'est pas seulement une impression. Il y a une expérience dont on parle dans le livre qui répond pas directement à votre question, mais un tout petit peu quand même. C'était celle du tiers-lieu de la Smalin, quand on parlait juste de la question du corps, où il y a, comme beaucoup de jeunes, plein d'adolescents qui jouent aux jeux vidéo, en ligne, et donc qui sont une sorte, alors je sais pas si c'est de la phobie, en tout cas, tous les parents disaient, il sort jamais chez lui, il reste dans sa chambre pendant 12 heures, etc. Donc, à l'inverse, l'adolescent, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, non, mais tu te trompes complètement. Je suis en sociabilité permanente. Moi, je reste 10 heures sur un jeu, mais en fait, je parle avec 5 potes. On parle tout le temps, on rigole, etc. Donc, il y a déjà un premier truc à déconstruire. On le sait bien, c'est qu'on peut être derrière un écran et en sociabilité. On peut être derrière un écran et en interaction avec les autres. Néanmoins,
est-ce que c'est totalement sain de rester seul dans sa chambre pendant 12 heures et justement de pas s'exposer à d'autres personnes? Donc, c'est aussi un problème. Et justement, la solution qui a été trouvée avec la Smala, c'était d'organiser des soirées jeux vidéo dans un tiers-lieu. C'est-à-dire que part de la passion de l'adolescent et de se dire, bah, tiens, tu joues dans ta chambre tout seul, viens jouer au même jeu, mais chez moi. Et en plus, c'est gratuit, machin, et tu pourras prendre une canette de coca ou de soda, ou pourquoi pas de limonade, si on va rester longtemps. Et donc, il y a donc des jeunes comme ça du territoire ont commencé à venir. Ils ont joué ensemble, et ce que me disait la personne qui a organisé, Vincent Péchaud, cette initiative, au bout de 3 rencontres, ils ne jouaient même plus aux jeux vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, ils comprenaient que ce qui était important pour eux, c'était juste d'être en discussion avec d'autres personnes qui partageaient la même passion. Alors, je dis pas qu'ils ne parlaient pas des jeux vidéo, peut-être qu'ils en parlaient beaucoup, mais ils avaient plus besoin d'avoir une manette. Donc, en fait, là, on voit bien que peut-être une des solutions pour arriver à lutter contre cette phobie ou cet isolement, déjà, c'est pas le pointer du doigt, c'est pas de dire t'es qu'un gros geek, t'es dans ta chambre tout le temps, t'es un bon ingrédient. Donc, c'est pas de faire de la personne une victime, parce que là, ça crée de l'incompréhension. Comme je vous l'ai dit, la personne va dire bah non, je suis en sociabilité constante avec des gens. Mais c'est de servir de cette passion comme étant une rampe, et autour de cette passion, recréer du contact physique. Donc, je pense que ça peut être une petite clé. En tout cas, c'est d'en avoir conscience, de faire prendre conscience à l'autre, de pas le juger et de se servir du problème comme étant une solution. T'es fan de jeux vidéo, ça tombe bien, il y en a d'autres qui le sont aussi, et peut-être que tu pourrais les pratiquer autrement, pas uniquement seul dans ta chambre, mais peut-être pour un groupe en collectivité. C'est pour ça que tout ce que font même les streamers avec des rassemblements de dingues au Zénith, tout à l'heure, ça vous le suivez. Je trouve ça hyper intéressant de se rendre compte aussi que ces gens-là qu'on stigmatise comme étant des gros geeks qui passent leur vie à manger, à boire du coca et à manger des barres chocolatées toute la nuit, peuvent aussi à un moment donné se déplacer et faire corps ensemble. Et ça, je pense qu'il faut aussi le mettre en avant. Ouais, bah en fait, ce qu'il faut mettre en avant aussi, c'est tous ceux qui créent des initiatives, des espaces pour cultiver le goût de l'autre, en fait. Parce que pour moi, l'enjeu majeur aujourd'hui avec les IA et qui entrent dans nos intimités et chez les adolescents, c'est massif, en fait, la place que ça prend, et ça devient vraiment des compagnons pour lesquels les adolescents se reposent, et pas uniquement pour les devoirs, mais aussi tout un tas de questions à la fois existentielles, pratiques, du quotidien. Et je pense que voilà, on est dans ce moment-là, en fait, de bascule où les IA vraiment deviennent des agents conversationnels qui sont au quotidien. Comment en fait on arrive à cultiver le goût de l'autre dans toute son imperfection, dans tout ce que ça peut avoir de décevant mais d'irremplaçable. Et je crois que nous, en tout cas notre génération de parents, et c'est vraiment ça en fait notre défi. Et puis je crois que juste faut pas oublier que la sédentarité numérique, c'est un marché. C'est-à-dire que c'est un business. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est que les gens soient le plus possible derrière l'écran sans et commandent à manger à distance et qu'il y ait une sorte de monétisation de tous les échanges qui sont en ligne en passant justement par un intermédiaire qui est l'écran, ce qui est d'ailleurs paradoxal. Internet, à la base, c'est la désintermédiation. Et là, finalement, on a la réintermédiation d'un écran là où on n'avait pas besoin d'écran. On n'a pas besoin d'écran, globalement, pour aller se prendre quelque chose à manger. On n'a pas besoin d'un écran, on peut aller voir la personne, payer, la ramener la nourriture chez soi. Et là, on utilise un écran qui va monétiser. C'était beaucoup l'objet du dernier ouvrage que j'ai fait sur la société du sans contact, qui était vraiment là-dessus. Et donc ne pas oublier que quand on est dans cette situation-là, on est aussi la victime d'un marché et qu'on est des objets, des individus utiles pour un business. Et quand on prend conscience de ça, généralement, on n'a pas trop envie d'être d'un business. Donc ça peut aussi être un levier pour dire non, finalement je vais aller dans un espace physique public qui ne monétise pas forcément la présence. Et c'est pour ça qu'on développe aussi la nécessité justement pour les pouvoirs publics de mettre en place un espace public qui soit digne de pouvoir accueillir tous ces moments de partage, de réunion, parce que c'est bien joli à chaque fois de critiquer les écrans, mais il faut toujours se dire quelles sont les alternatives désirables. C'était partie aussi de l'ouvrage. J'allais transitionner aussi vers l'économie de la flemme, parce que pour le coup, l'économie de l'attention, on commence à comprendre, on commence à en avoir entendu beaucoup parler ces dernières années. Les géants du numérique qui captent notre attention et qui prennent notre temps de cerveau disponible pour pouvoir nous vendre de la publicité, récolter nos données, etc. Ça commence à être plutôt connu dans le milieu, mais l'économie de la flemme, c'est encore... on sent qu'il y a un côté où
on devient malgré nous plus flemmard, ou dès qu'il y a un effort, on a plus de mal, alors que ce soit au niveau de la concentration, mais aussi au niveau d'effectivement aller faire soi-même ou se bouger pour faire quelque chose. Cette économie de la flemme, voilà, c'est encore quelque chose qui est pas donc qu'on n'aborde pas beaucoup, je trouve, sur l'hyperconnexion, alors que c'est quand même assez énorme ce que ça peut provoquer chez nous. Donc là, vous en avez déjà bien parlé, mais est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez ajouter par rapport à ça, ou peut-être pour justement lutter encore plus contre ça, être encore plus indigné par ce que ça peut provoquer chez nous, de prendre conscience de cette économie-là qui est pas encore très matérialisée. Oui, juste l'économie de la flamme, elle s'est vraiment accélérée au moment du confinement et des différents confinements liés à la pandémie. Et là, je trouve que c'est assez intéressant parce que finalement, ça a permis aussi de légitimer cette pratique. Et je pense que pour les marchands de l'économie de la flemme, ça a été une opportunité incroyable. Et à mon avis, ils ont gagné 10 ans d'usage et de pratique. Par exemple, ne serait-ce que les cours à distance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là encore aujourd'hui, il y a beaucoup de cours qui sont donnés à distance. Il y a encore des universités qui peuvent prodiguer des visios, etc. Alors que tout justement le charme de l'expérience estudiantine, c'est d'être au contact les uns des autres. Donc déjà prendre conscience que si c'est autant ancré dans nos usages, c'est parce qu'il y a eu un moment d'accélération qui a transformé cette pratique avec des choses de positif. Au moment où ça l'était, au moment où tout était fermé, on a tous été très contents de pouvoir encore communiquer avec ses parents à l'autre bout de la France ou avec qui on aimait où que ce soit et avoir recours à des médicaments se faisant livrer, etc., etc. Donc il y a eu un effet bénéfique à un moment donné, et là il faut maintenant savoir en sortir en se disant bah voilà, c'était nécessaire, mais est-ce que ça l'est toujours? Donc déjà la première question, c'est de se dire, enfin moi c'est ce que je me dis souvent quand j'essaye de me faire livrer quelque chose. Déjà je déteste me faire livrer quelque chose. Je me dis, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Ou alors j'ai bien peut-être 10 minutes à perdre et je vais sortir de chez moi, je vais prendre un peu l'air et je vais aller directement parler à un humain et prendre ce dont j'ai besoin. Et ensuite, c'est de se dire aussi, quand je participe à cette économie de la flemme, à cette livraison permanente, j'en retire aussi une des incarnations de l'ultra-capitalisme. C'est-à-dire qu'on sait très bien que c'est des humains exploités, payés une misère, soumis à un algorithme qu'ils comprennent pas, qui vont devoir aller à un point A pour me livrer à un point B. Et quand on voit des services de livraison en mode 10 minutes, c'est-à-dire pour se faire livrer, je sais pas, des Kleenex, on peut se faire livrer 3 articles en moins de 10 minutes dans l'hypercentre. En plus, ces dark stores prennent la place justement de lieux de sociabilité potentiels comme des restaurants, des cafés et autres. On se dit quand même en le faisant qu'on participe, je trouve, à une grande entreprise pour moi de déshumanisation. Et c'est à peu près la même chose qu'avec l'écologie quand on voit aujourd'hui que quand on prend l'avion, maintenant ça y est, c'est rentré un peu dans notre conscience de se dire, je prends l'avion, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que j'ai pas d'autres moyens d'y aller? Et si j'ai un moyen autre d'y aller, même s'il faire plus de temps et parfois qu'il est un peu plus cher, ça c'est un autre problème, bah, je vais peut-être quand même le faire pour soulager ma conscience parce que j'ai pas envie de participer à une sorte de pollution massive. Donc je pense qu'avec la livraison, on pourrait avoir le même réflexe. C'est-à-dire, en fait, est-ce que je veux participer au fait d'exploiter un mec potentiellement sans papier ou précaire, vulnérable, au lieu de faire 25 minutes de marche pour aller chercher un paquet de Kleenex? C'est hyper intéressant parce que on se rend compte que en essayant de résister à cette économie de la flemme, on arrive à toucher à plein d'autres problèmes qu'on a évoqués un peu plus tôt, à savoir se remettre un peu dans la société, sortir de chez soi, rencontrer des humains, la sédentarité puisque du coup on va bouger, mettre son corps en mouvement et puis c'est toujours meilleur pour la santé que de rester chez soi et de se faire livrer. Et en même temps, bah, évidemment, on s'oppose à ces différentes économies qui sont en train d'exploser avec le numérique et qui sont tout un peu anti-éthiques, quoi, qui sont généralement, voilà, effectivement, basés sur l'ultra-capitalisme et pas du tout sur des besoins réels et humains. Effectivement, même si ça a été utile à un moment, c'est devenu un confort qui n'est pas nécessaire aujourd'hui, et voire même les personnes qui en auraient besoin, c'est pas forcément les personnes pour qui c'est accessible, à savoir une vieille dame dans la campagne, ben, elle va pas avoir Uber dans tous les cas, donc pourquoi moi j'aurais besoin de me faire livrer ma pizza, quoi. Un autre sujet très important que je voulais aborder, ça va être l'éducation aux médias et au numérique. Avec Clémy, vous êtes particulièrement dans le cœur de ce sujet. Vous en parlez aussi dans le livre. Qu'est-ce qui serait nécessaire pour vous pour qu'on soit plus éveillé à toutes ces problématiques et plus prêt face à tous les nouveaux enjeux auxquels on peut être confronté avec le numérique? Pour nous, l'éducation aux médias, à l'information, c'est une éducation aux citoyennes, aux écrans, qui est aussi indispensable que les maths et le français pour grandir
en étant éveillé, éclairé et en mesure en fait de faire des choix vraiment par soi-même. On trouverait en fait idéal comme scénario, ce serait d'avoir vraiment une éducation voilà massive dès le plus tôt possible, hein, dès les toutes petites classes et puis au collège et au lycée. Pour rendre enfin voilà les enfants actifs aussi dans leur rapport en fait à ces outils-là et en fait on est vraiment sur cette ligne de crête de dire oui ok pas de réseaux sociaux avant la majorité numérique moi je trouve que Portable en pause c'est une excellente initiative de généraliser vraiment en fait des temps de déconnexion pour préserver l'attention pour cultiver la concentration. Et dans le même temps, il faut être au rendez-vous de cette éducation, parce que si on n'est pas à ce rendez-vous-là, ben, on va complètement échouer, en fait, à pouvoir résister au piège de la désinformation, à l'emprise algorithmique, puisqu'on aura des enfants qui, à 16, 17 ans ou avant, vont naturellement être équipés, avoir accès à tout un tas d'outils, et ils n'auront pas, en fait, d'esprit critique pour aborder et les contenus et les usages. Donc voilà pourquoi l'éducation média à l'information, oui, c'est un sujet qui devrait être vraiment prioritaire selon nous, parce que sans cette éducation-là, et puis aussi c'est un enjeu de justice sociale, parce que clairement les parents ils ne peuvent pas faire cette éducation. Qui va expliquer la toxicité de l'algorithme de TikTok à son enfant pendant 3 heures le samedi après-midi? Enfin, à part des gens qui sont hyper motivés et qui vraiment, il faut beaucoup de compétences, il faut beaucoup de disponibilité, il faut beaucoup de... Donc, voilà, je pense que à l'école, cette éducation-là doit être faite pour tous les enfants et notamment ceux qui n'ont pas des parents qui sont en mesure, en fait, de leur expliquer le pourquoi, du comment, qui n'ont pas forcément les moyens, la disponibilité. Surtout que quand on est adolescent ou même avant, ce qu'on va voir sur les réseaux, ça va être immense. Enfin, moi, encore en jeune adulte, quand j'étais sur les réseaux et que je commençais à passer beaucoup de temps sur Instagram ou YouTube, ben, je me rendais bien compte que les idées, elles avaient un impact sur moi. Alors, mon algorithme, il était cool, il est allé dans le féminisme, il est allé dans le social, donc j'ai pris plein de choses hyper intéressantes, mais quand on voit qu'aujourd'hui les algorithmes ont plutôt poussé les jeunes hommes vers le masculinisme, etc. Moi, évidemment, je vous rejoins complètement sur cet enjeu d'éducation aux médias et à l'esprit critique. Et voilà, enfin, je peux que approuver de toute façon tout ce que vous avez dit. Et j'espère que ça va être concrètement appliqué bientôt. On voit déjà qu'avec la commission des écrans et puis les annonces d'Elisabeth Borne là plus récemment, c'est quand même un enjeu qui est pris au sérieux, mais c'est vrai que j'espère. Oui. Non, c'est pris au sérieux. L'éducation aux médias va être renforcée dans les programmes scolaires et voilà. Et c'est vrai que plus il y en aura et mieux ce sera. Donc, j'ai vu que vous aviez annoncé là juste avant notre échange, éduquer ou interdire. Il est temps de sortir de l'impasse. Vous allez faire un événement justement pour donner des clés. Donc cette fois aux parents. Plus qu'à l'éducation ou aux deux? C'est complètement aux deux. C'est en fait, moi, dans le cadre de mes activités professionnelles au Clémy, on a développé un univers qui s'appelle La Famille Tout Écran, qui est un univers avec des guides pratiques pour les parents. Et là, en fait, on va publier une nouvelle édition de ce guide en partenariat avec l'UNESCO, et ça va être vraiment passionnant parce qu'il y a des experts du monde entier qui vont pouvoir livrer leur expertise. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que finalement, quand on dézoome de notre petite situation familiale, du quartier, de la ville, de la France, etc., c'est un problème qui est partagé par des parents du monde entier. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment, voilà, à la fois, effectivement, on a vraiment de quoi avoir peur et d'être inquiet. Il y a plein de choses qui sont angoissantes, mais en même temps, c'est enthousiasmant de se dire que, voilà, on est tous concernés, bien au-delà des frontières hexagonales par cette question-là. Et donc, avec l'UNESCO, voilà, on organise un événement important qui réunit autant les parents, les adolescents que les professionnels pour adresser ce message et puis annoncer la production de ce nouveau guide qui sera gratuit. Super. Les auditeurs, je suis sûre qu'ils seront aussi très intéressés par ce guide. Donc, il y a le combo de votre livre et du guide. Et là, c'est parfait. Effectivement, c'est quelque chose que vous abordez aussi dans le livre. La parentalité à l'ère du numérique, c'est une parentalité complètement différente avec des défis complètement différents.
Je me rappelle avoir eu cette discussion avec ma mère qui m'a dit mais les parents aujourd'hui ça a l'air d'être une vraie galère, j'aurais pas aimé être mère à l'ère du numérique. Et c'est vrai que c'est un sacré challenge, même la culpabilité aussi qu'on peut ressentir de ok, pas d'écran avant 3 ans, mais là je suis vraiment à bout de nerfs, qu'est-ce que je fais, etc. Vous êtes parents aussi, vous êtes hyper sensibilisés à tous ces enjeux. Est-ce que vous avez réussi à trouver un équilibre ou quelque chose qui vous semble fonctionner avec vos propres enfants? Bien sûr. Comme moi, je suis super déconnectée, hein, faut pas croire. Hein. Non, évidemment, on est comme tout le monde, on galère. Et c'est ce qu'on dit dans le livre, justement, c'est qu'on a beau être expert de ces sujets-là, du moins du numérique dans ces enjeux, on n'en reste pas moins, comme tout le monde, en train de galérer. Dans le livre, il y a l'analogie entre gendarme et dealer qui est utilisée, qui est mobilisée. Et je pense que beaucoup de parents peuvent s'en retrouver là-dedans par rapport au temps d'écran, hein, d'être toujours à la fois celui qui va dealer du temps pour lui en donnant un peu d'écran et ou pour parfois même utiliser son propre écran et en même temps après jouer le standard, etc. Donc non, il y a bon après je laisserai Virginie peut-être développer l'approche du play, mais ce qu'on peut faire en tout cas, essayer évidemment de limiter au maximum parce qu'on se rend compte que si on les limite pas, c'est sans fond. Donc là c'est sans fond et sans fin. C'est-à-dire qu'on est dans la même logique du scroll, c'est que nous, nos enfants, si on leur dit pas, t'as le droit qu'à 30 minutes ou 40 minutes de jeu ou de film, il va pouvoir le regarder pendant 4 ou 5 heures jusqu'à épuisement. Alors, notre fils aîné qui a 9 ans commence maintenant à avoir un regard critique sur ses pratiques et lui-même peut dire, là, j'ai trop regardé, je vais arrêter. Là, je me rends compte que c'est pas bon pour moi. Mais sinon, la logique, c'est déjà de se dire que si on les arrête pas, ils s'arrêteront pas tout seuls et c'est normal. Et la deuxième chose après, c'est ce qu'on développe beaucoup, c'est quand même se dire, ok, tu vas jouer à Brawl Stars. Ok, tu vas regarder pour la 8e fois ce film sud-coréen de Netflix dont j'ai oublié le nom, mais que j'ai vu 8 fois. Je sais pas si vous voyez de que je passe pas avec K-pop Demon. K-pop Demon, voilà ça. Mais la clé, c'est surtout de partager l'écran. C'est de se dire, d'accord, Brawl Stars, j'en entends parler, mais montre-moi c'est quoi. Vas-y, je vais jouer avec toi. Et quand on joue avec eux, rien ne nous empêche de dire que l'expérience qu'on est en train de vivre, on la trouve nulle. On dit bah tiens, ça c'est un jeu, mais c'est nul, regarde. En plus, on te propose des récompenses en permanence. Donc, est-ce que tu trouves que c'est vraiment bien pour toi, etc. Ou tout simplement, l'espace d'un instant, profiter du jeu ensemble. Donc, et puis ce film que tu prononces mieux que moi, vas-y, redis-le. K-pop Demon Hunter. Voilà, bah toi tu l'as vu par exemple avec eux. Donc il y a aussi ce truc de se dire bah vas-y, on va le regarder ensemble. Donc limiter, sinon ils se limiteront pas. Leur faire comprendre que c'est pas bon pour eux et leur faire observer. Ils ont maintenant l'habitude de dire voilà, là vous êtes hyper énervé, vous êtes excédé, machin. C'est peut-être parce que ça fait 2 heures que vous êtes sur des écrans. Pas non plus commencer à se dire se victimiser quand on le fait parce qu'on en a parfois besoin et de se dire bon bah attends là on va profiter pendant 2 heures d'être avec des amis, on va être tranquille, on va les mettre devant un film et c'est pas grave parce qu'en fait relativiser. Vous parliez de votre génération réseaux sociaux, nous c'était la génération télévision. Moi, je me rappelle aussi avoir passé des après-midi entiers devant la télé pendant 5 heures. Donc, c'était pas terrible, mais bon, voilà, je suis passé par là et je m'en suis sorti. Donc, le plus important, c'est quand même toujours d'être à côté d'eux, de comprendre ce qu'ils y font. Parce qu'à l'inverse de la télévision et de ma jeunesse, quand je passais 5 heures dans le club Dorothée, on savait à peu près quel était le contenu proposé. Et surtout, il était soumis à une instance qui était quand même un peu responsable, qui était une chaîne. Là, on connaît le problème, c'est qu'on peut être 3-4 heures devant un écran sur YouTube et qu'on sait pas trop où ils vont. Et d'ailleurs, parfois, on les surprend à être sur des chaînes ou de jeux en ligne où ils disent bah tiens, tu veux gagner tel cadeau, ça parle d'argent, de machin. Donc, on sait très bien qu'on peut vite bifurquer. Donc, le plus important, c'est d'être présent, quoi. C'est d'être présent le plus possible dans leur pratique, sans forcément totalement les interdire parce que ça n'a pas de sens. Et sans évidemment être dans une logique open bar parce qu'on sait très bien que c'est néfaste pour eux. J'avais fait un épisode aussi avec une psychiatre spécialiste de l'adolescent et effectivement, on est obligé de mettre un cadre, quoi. C'est quelque chose qui revient à chaque fois que différents experts peuvent venir. Et j'aime bien votre posture de, même les experts, oui, on n'est pas parfait, mais avoir un échange, avoir une relation autour de ces écrans et pas laisser une autonomie, une boîte noire de ce qu'ils font là sur les écrans et de ce que ça provoque chez eux peut être une bonne manière d'aborder les choses. Après, ça dépend aussi beaucoup des âges des enfants et je trouve qu'il y a vraiment
ces dimensions à prendre en compte, c'est-à-dire que selon les âges, c'est vrai qu'avant 3 ans, les problématiques se posent de manière différente, et puis l'enfant évolue, et donc ce cadre, il doit nécessairement être assez clair, parce que ça permet de savoir. En fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir anticiper, parce que nous, c'est aussi l'écriture du livre. Elle nous a conduit en fait à observer ça, c'est-à-dire que quand on gère les problèmes au fil de l'eau et tels qu'ils se présentent, notamment sur la question des écrans, on est tout le temps en conflit et tout le temps en tension. Alors que si on prend le temps d'avoir une vraie discussion, et là, ça va être la rentrée scolaire, je pense que c'est le bon moment d'avoir une discussion déjà dans le couple et puis avec ses enfants, pour se dire, bah voilà, en fait, on définit un cadre. Ce cadre, il est clair. Et en tant que parent, on aborde aussi l'année ou les vacances ou des moments où on sait à quoi on dit oui et on sait à quoi on dit non, quitte à des fois assouplir le cadre, parce que ça doit pas être un carcan non plus. Mais donc, je pense qu'il y a cette il y a cette anticipation de savoir qu'est-ce qu'on veut, en fait, où est-ce qu'on veut mettre les écrans dans notre famille pour être aussi plus serein. Et les enfants, ils vont tout le temps challenger ce cadre. Ils vont toujours nous dire oui, mais pas d'écran la semaine, ok, mais en fait là, il faut que j'aille récupérer. Non, on a dit pas d'écran la semaine, et nous, il faut qu'on essaye de tenir en tant qu'adulte. Et je trouve qu'il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que il y a un standard de parentalité. Vous parlez de votre mère qui disait oui, oh là là, c'est vachement plus compliqué. Aujourd'hui, en fait, les parents, ils ont une pression, et surtout les mères, une pression et un standard de parentalité parfaite, d'hyperparentalité, et ce qui fait que avec la charge mentale numérique, souvent, il y a énormément de mères qui culpabilisent, qui se sentent en échec, qui se sentent isolées, et c'est vraiment un problème grave, quoi. Il faut sortir, en fait, de ce cycle, en fait, de culpabilisation, et d'avoir l'impression de jamais être à la hauteur, d'avoir baissé les bras aussi. C'est pas grave, on a le droit de craquer, mais il faut aussi se reprendre, parce que les enfants, pour leur santé, et comme le disait très justement François, ils ont vraiment besoin qu'on les accompagne. Ils ont vraiment besoin de partager. On a besoin de partager avec eux ce qu'ils font. On doit s'intéresser à ce qu'ils font. Souvent, il y a cette expression qui dit oui, mais Internet, c'est pas vraiment la vraie vie. Mais si, c'est la vraie vie. En fait, ce que vivent nos enfants et les adolescents derrière les écrans, ça les marque, ça les façonne, ça les influence, ça les trouble. Et donc, il faut entretenir un dialogue constant. Et pour ça, en fait, il faut vraiment, partager cette vie numérique avec eux. Il y a une étude de Génération Numérique qui montre que 80% des parents ne savent pas ce que font leurs enfants derrière les écrans. Donc, c'est quand même quelque chose qui nous alerte. Et souvent, l'écran, c'est pour avoir la paix, en fait, qui est un piège total, parce que en fait, l'enfant développe, et comme tu disais, ils peuvent regarder des chaînes YouTube. Il n'y a plus du tout le même, ce même cadre. Et ce travail aussi des émotions, autour des émotions, l'accueil des émotions, qui est hyper important. Et sur la question de la parentalité, on n'échappe pas aussi à la notion d'exemplarité, parce que quand vous dites à vos enfants, oui, mais pas d'écran à table, pas d'écran à tel ou tel endroit, déconnecte-toi, t'es complètement accro, et que nous-mêmes, on est incapable d'incarner, en fait, cette déconnexion, cette maîtrise et cette possibilité, en fait, de lâcher nos propres smartphones. Donc, il y a vraiment un travail de mise en cohérence pour incarner ce qu'on fait, pour que ce qu'on dit puisse être entendu. Oui. Et juste, Virginie disait que ça dépendait justement de l'âge des enfants. Et c'est vrai que ça dépend aussi du contexte socio-culturel et socio-économique. C'est toujours plus facile quand on est un couple avec des aides, avec des grands-parents disponibles, avec des nounous, avec une possibilité justement de pouvoir permettre d'offrir de l'accompagnement et du temps, et de se libérer du temps. Et on sait très bien, et Virginie a travaillé dessus, sur la question des mères qui élèvent leurs enfants seuls et des familles monoparentales, que l'écran est un vrai problème, parce que ça devient une nécessité aussi. Donc c'est là, encore une fois, ça en revient à des questions de pouvoir public, c'est comment on prend considération de ce fait-là, et comment on essaie d'offrir des solutions et du soutien. Et après, je voulais juste rebondir 2 secondes sur, mais c'est anecdotique, mais ça me semble intéressant, sur la question du cadre. Quand Virginie disait, il faut poser un cadre clair, et justement, à la rentrée, c'est peut-être l'occasion de se dire, tiens, maintenant, t'es en 6e, ok, t'as un téléphone portable, c'est ton premier, mais pas dans ta chambre, pas le soir, pas à table, etc., etc. Mais le cadre, il est aussi des 2 côtés. Par exemple, quand on dit, voilà, maintenant, t'as le droit à 10 minutes de jeu, et qu'on arrive pile au moment de 10 minutes de jeu vidéo, et qu'on veut retirer l'écran à son enfant, et qu'il nous dit, mais attends, j'ai pas fini ma partie, il faut juste que je termine ma partie.
bah là, il faut aussi accepter que c'est pas 10 minutes pour 10 minutes, mais peut-être le laisser juste 2 minutes de plus terminer sa partie. Parce que c'est aussi prendre conscience de ce qu'il fait, en fait. L'écran, c'est pas 10 minutes, c'est qu'il a une partie, il est en jeu. Bah oui. Et donc, comme si on coupe le film en bout d'une heure. Voilà. Donc, mais ça va dans le sens de s'intéresser aussi à ce au contenu. Est-ce qu'il adapter la durée au contenu. Et retirer le truc au bout de 10 minutes en lui arrachant des mains, on va rien arranger, en fait. Mais aujourd'hui, sur des jeux vidéo comme Minecraft, comme Brawl Stars ou plein d'autres jeux vidéo, mais ceux-là sont très joués par des enfants, c'est des jeux qui ne finissent pas, en fait. Et YouTube, c'est pareil. Potentiellement, ça ne peut jamais finir. Ouais, t'as quand même des mini-parties. Je suis d'accord, ça s'enchaîne, mais ça quand même des mini-trucs. C'est ce flux-là qui rend, en fait, la difficulté. Et c'est une vraie différence générationnelle avec nos parents qui, voilà, tu regardes une émission télé, tu regardes un film. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de parents qui rachètent des lecteurs DVD et qui mettent des DVD parce que le DVD, bah, c'est déjà une œuvre, en général, une œuvre que les enfants découvrent, redécouvrent, revoient. Et il n'y a pas cette tentation, en fait, qui est une espèce de mirage infini qui va jamais s'arrêter et qui rend l'arrêt aussi beaucoup plus douloureux pour l'enfant et pour le parent. C'est pour ça qu'on dit dans le livre aussi, quelque chose que nous n'avons pas encore fait, qu'il faut acheter une console de jeu à la maison. À ce moment-là, ça c'est aussi ça part même de la même idée, du même postulat. C'est au lieu de soumettre à des jeux gratuits qui sont des free-to-play avec des mécanismes addictifs, comme disait Virginie, c'est la technique du bol sans fin des réseaux sociaux. Achetons une console de jeu, peut-être on le met sur l'écran du salon et on va jouer ensemble. Et surtout, on sait très bien que le jeu vidéo qu'on va acheter, il va être conçu par des gens dont c'est le métier, où il y aura des créateurs, il y aura une dimension artistique, on va pouvoir le connaître, on va pouvoir savoir de quel jeu il s'agit. Et donc, on revient à la matérialité, là encore. Et c'est assez lié avec l'économie de la flemme. L'économie de la flemme, c'est la dématérialisation. Et en fait, quand on est dans la dématérialisation constante de ce que c'est qu'un film qui n'est plus un DVD ou qui n'est plus une salle de cinéma, mais qui est finalement un algorithme avec un truc sans fin, on a du mal aussi à ne pas se noyer, puisque la dématérialisation, c'est la fluidité infinie des contenus. Et lorsqu'on est dans une infinité de fluidité de contenu, c'est dur de sortir la tête de l'eau. Donc, c'est intéressant aussi de rematérialiser certaines choses. Et le DVD, c'est ça. C'est une manière de rematérialiser ce que c'est qu'un film. Et une console de jeu, à sa manière, rematérialise aussi l'expérience du jeu en ligne. Ça rejoint des concepts qui me sont hyper familiers dans le design, où on va venir supprimer tout ce qui va être ce qu'on appelle la friction, tout ce qui va être justement cette matérialité qui va venir nous interrompre, poser des temporalités pour être dans des flux. Et forcément, en tant qu'adolescent, c'est encore plus difficile, ou qu'enfant, de résister à ces flux continus et de faire preuve d'intentionnalité alors que on nous propose tout de suite quelque chose d'autre à faire. Donc effectivement, pourquoi pas reprendre un lecteur DVD et ils vont, leur prix va monter en flèche sur le Bon Coin dans quelques temps, à mon avis. Mais effectivement, c'est hyper intéressant comme proposition. On a vu un peu les effets personnellement, on a vu qu'il faudrait s'éduquer idéalement, éduquer les plus jeunes et puis même nous-mêmes nous poser beaucoup de questions pour comprendre un peu tous ces impacts du numérique, les impacts sur nous-mêmes et sur la société. Si vous aviez une baguette magique aujourd'hui, qu'est-ce que vous voudriez changer par rapport à ces nouvelles technologies pour que ce soit plus facile de vivre avec ? Est-ce que c'est plutôt du côté des politiques publiques, du côté de la conception des applications, du côté de l'éducation, pour que tout le monde soit hyper éveillé ? Qu'est-ce qui pourrait changer beaucoup ? On a droit à combien de jeux ? 3 ? J'aimerais être un génie. 3 si vous voulez. En tout cas, les points sur lesquels prioritairement, si vous pouviez intervenir. Alors moi je dirais que les plateformes assument leurs responsabilités, mais c'est vraiment là c'est vraiment une grosse baguette magique pour en fait respecter la vie et la santé mentale de nos enfants et de nos adolescents. Et donc il y a une régulation des pouvoirs publics en fait qui oblige ces entreprises à proposer des produits moins addictifs et au design respectueux et dans une perspective vraiment d'évacuer tout ce qui est problématique. Mais ça c'est vraiment dans un monde complètement utopique. Et le deuxième vœu, c'est d'avoir beaucoup d'éducation, avec une éducation de qualité numérique dès le plus jeune âge, une éducation à cette citoyenneté numérique qui, je pense, est la clé en fait
d'un changement collectif massif dans notre rapport à ces outils. Moi, je dirais, mais ça va un peu dans le sens du premier vœu, c'est que de Virginie, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, le problème, c'est vraiment celui de la marchandisation de l'attention. C'est-à-dire que le numérique est devenu vraiment une économie de l'attention, une économie de la marchandisation de l'attention et du corps même. L'affaire Jean-Paul Manop en est l'illustration. C'était une marchandisation de l'humiliation, de la violence des corps. Et ça amène au pire. Et en fait, on sait très bien que dans le système capitaliste dans lequel on est, la recherche de profit est vraiment l'axiome principal. Toutes les entreprises cherchent à maximiser leurs profits. Et lorsqu'on permet en fait que des outils puissent à ce point-là marchandiser nos émotions, notre attention, notre esprit et nos corps, on peut arriver vraiment à un risque civilisationnel si on veut employer des grands mots. Et donc, en fait, si j'avais une baguette magique, je changerais le modèle économique, en fait. J'essaierais de changer le modèle économique. Je supprimerais la GAFAM. En fait, je supprimerais le capitalisme numérique. C'est une baguette magique. On se fait plaisir. Je pense que le problème vient du capitalisme numérique. C'est-à-dire que le capitalisme est ce qu'il est. Et c'est ce qu'on développe de toute façon dans le livre à peu près tout du long. C'est d'imaginer que le numérique est un amplificateur de phénomènes existants. Donc le capitalisme a existé avant le numérique et le numérique en a été une caisse d'amplification majeure. Et même ce qu'on a vu dernièrement avec le rapprochement entre Elon Musk et Donald Trump en est aussi une des incarnations. C'est-à-dire quand on a un technopouvoir qui se met en place avec tous les outils numériques et un capitalisme sauvage qui est celui qui est mené actuellement par la politique de Donald Trump, on voit où ça peut mener. Ça mène quand même à une sorte de fracas en fait humain et écologique, etc. Donc le numérique, il est à la fois génial, mais il est aussi la matrice de ça. Il est un moment le plus sensible de l'expression de la sauvagerie du capitalisme. Et donc voilà, s'il y avait une baguette magique, je pense que ça serait de changer ce système économique, parce que si on le change pas en profondeur, je pense que ça va être compliqué quand même d'arriver à entrevoir un monde meilleur. C'est pour ça que, il y a cette question de la régulation, cette question de l'éducation et cette question de la riposte. Et en fait, nous, on articule, en fait, nos trois vœux, ils sont sur ces trois piliers. Et en fait, on peut espérer une régulation, mais bon, pas comme ce qu'on vient de dire, parce que là, c'était vraiment baguette magique. L'éducation, vraiment, c'est possible, et c'est possible même en dehors de l'école. Vraiment, il y a des associations qui font un travail formidable. Et la riposte, elle commence par soi. Vraiment, c'était le début de notre conversation. Et elle doit être collective. Et on en a parlé aussi tout au long de ce podcast. Donc, il y a vraiment, on a aussi une responsabilité, je veux dire, individuelle. Et votre podcast, il y participe aussi de propager, en fait, des idées, des discours et vraiment une prise de conscience aussi. Ça se fera pas sans nous non plus, hein. Voilà, donc en gros, la riposte, c'est vous. C'est votre podcast et indirectement, c'est les auditeurs qui nous ont écoutés. Non, puis votre génération aussi. Moi, je trouve que c'est réjouissant. Franchement, moi, quand j'ai découvert votre podcast, je trouve que c'est génial aussi que la génération qui vient s'empare de ces questions et mettre cette question sur la table. Moi, ça me rend optimiste. Ouais, c'est chouette. Mais effectivement, vous le disiez aussi avec les adolescents, mais on n'est pas du tout imperméable à tout ce qui se passe. On comprend. Moi, quand je m'y suis intéressée, j'avais 20 ans, 21 ans à ce sujet. Je voyais bien qu'il y avait des comportements qui étaient pas normaux et c'est comme ça pour un peu toutes les générations. Où j'ai une de mes meilleures amies qui voit que sa mère pour le coup de 60 ans est complètement matrixée par Instagram, et comme ça touche tout le monde, en fait, c'est forcément on a envie de s'y intéresser. Et même les gens qui savent pas que je fais ce podcast, ils m'en parlent. Enfin, dans les discussions, ça vient forcément à un moment ou à un autre. Son rapport aux écrans, au réseau, enfin, c'est hyper intéressant. Et donc, bravo aux auditeurs qui ripostent avec nous aujourd'hui en écoutant ce podcast. Et ouais, c'est vraiment super encourageant. Et grâce à vos trois vœux, on a des pistes concrètes sur quoi avancer. Donc, c'est parfait. Question signature dans le podcast, je sais pas si vous la connaissez, mais j'aime bien finir en proposant un challenge aux auditeurs pour justement appliquer quelque chose concrètement après avoir appris un peu tout ça. Est-ce que vous avez une idée de challenge à proposer? Alors moi, j'ai un challenge que j'essaye de m'appliquer à moi-même et qui est de pas regarder mon téléphone dans la rue. Et c'est hyper dur. Quand on fait un trajet, par exemple, de la maison au bus ou au transport en commun, ou quand on va s'acheter un sandwich sur la pause déjeuner, ou quand on va au restaurant, voilà, sur des courts trajets,
essayer de regarder les gens et de leur sourire. Pas mal du tout, j'aime bien ce challenge. J'allais dire le sourire aussi parce que vous aviez commencé avec ça. Non, mais déjà, un truc qui m'a bien aidé l'espace d'un moment, après, malheureusement, j'ai replongé, mais ça m'a quand même aidé pendant quelques semaines, de supprimer toutes les applications de réseaux sociaux de son téléphone. Et de se dire, bien sûr, en plus, moi, c'est mon métier. Je suis obligé d'aller sur Twitter, je suis obligé d'aller sur Insta et tout. Mais je le fais, ouais, mais pour moi, c'est Twitter. Je le fais à partir de mon ordinateur. Là, je laisse mon ordinateur, mais je le mets plus sur le smartphone. Donc, ça veut dire que tout le moment qui sert à rien, où justement je suis dans la rue, je suis en attente, j'ai 5 minutes à tuer, je vais aller sur les réseaux sociaux soi-disant pour travailler, ce qui me permettait de me déculpabiliser. Je me rends compte que j'en ai pas besoin si je commence à concentrer mon temps de travail sur cet objet-là devant un ordinateur à un moment en fait encore une fois cadré de travail. Même le supprimer de son téléphone, ça m'a pas mal aidé. Même Facebook sur lequel je vais plus du tout, j'avais encore le réflexe bêtement d'aller une fois par jour regarder 3 pop de notifications alors que je suis plus du tout actif. Maintenant, je l'ai supprimé, j'y vais plus. Je pense que je gagne un petit peu de temps et pendant un temps, je l'ai fait sur toutes les apps et je pense que c'est un truc qu'on peut faire assez vite. Et tu vas le refaire dès ce soir. Je vais le refaire dès demain. Génial. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu faire aussi et que pas mal de personnes de mon entourage ont fait aussi. Et par contre, c'est vraiment important de supprimer toutes les apps parce que sinon, on va juste compenser son temps d'Insta sur X ou son temps de X sur Facebook et aller sur des réseaux obscurs qu'on savait même plus qu'on avait. Donc, Pinterest. Ouais, voilà, c'est ça. La seule chose que j'avais gardée, c'était le Sudoku et j'ai jamais autant progressé en Sudoku en peu de temps. Mais non, vraiment, c'est un bon conseil à tester de temps en temps. Ça veut pas dire qu'on peut pas les réinstaller de toute façon. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'ils sont malins. Mais c'est vrai qu'on perd rien à supprimer, à réinstaller. Donc, en fait, c'est très facile à réinstaller, bien trop facile. Voilà. Mais c'est facile à supprimer aussi, donc on reste pas captif. Voilà. Ils appellent l'effet de réseau. Donc, on peut tenter l'expérience. Au début, on s'était dit qu'on était des amphibiens, puis après, surtout, on a compris que c'était un idéal, que c'était un cap et qu'on ne l'était pas. Et justement, vous parliez de friction, donc c'est un monde en friction permanent. Et comment on peut aspirer à être amphibien et pour l'être, il faut que le monde aquatique comme le monde physique soit des mondes sains et pas toxiques pour avoir plaisir à se baigner et plaisir à ressortir. Donc, voilà, ça a été mis. Super, c'est excellent. Puis moi, je recommande fortement votre livre que j'ai adoré lire. Je trouve qu'il se lit très bien. C'est un bon mélange entre anecdotes, historiques, réflexions et puis toutes les métaphores que vous pouvez utiliser qui sont hyper parlantes. Donc je le recommande vraiment. Je pense que c'est un bon livre accessible pour faire un tour assez général de la problématique, là où on a des choses très techniques et très ciblées beaucoup. Et là, je trouve que c'est vraiment hyper accessible. Donc je le recommande vraiment fortement. Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et d'avoir pris le temps. J'espère que ça apportera autant aux auditeurs que ça a pu me passionner aujourd'hui. Voilà. J'espère que l'épisode vous a plu, qu'il vous aura donné des pistes pour faire preuve de techno-discernement et des clés pour vous rapprocher d'amphibiens des nouvelles technologies. Si vous souhaitez approfondir le sujet, évidemment, je vous renvoie vers le livre « Faire la paix avec nos écrans » de François Saltiel et Virginie Sassoon qu'on vient d'écouter. Pour vous challenger, vous pouvez, comme proposé par Virginie Sassoon, essayer de sortir dans la rue sans regarder votre téléphone, ou comme François Saltiel le propose, désinstaller tous les réseaux sociaux de votre téléphone. Vous pouvez aussi participer au Dimanche déconnecté, un challenge que j'ai créé, que vous pouvez adapter sur mesure à vos besoins. Si ça vous intrigue, j'y ai dédié un podcast où je l'explique plus en détail sur etsupposetontel.com. C'est totalement gratuit et ça n'implique que vous. Enfin, si vous avez aimé notre échange, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. Et si le cœur vous en dit, de le partager et de lui mettre 5 étoiles ou un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute, ça pourrait m'aider à le faire connaître. Et en attendant le prochain épisode, je vous souhaite une bonne déconnexion.